L'entrepreneuriat, une solution requise à la problématique de chômage des jeunes, ce sera le sujet qui fera l'émission La Relève d'aujourd'hui. Chers tous, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour tout le monde. Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Aujourd'hui, nous allons discuter autour d'un thème qui vous intéresse, qui vous concerne. Parce que comme vous le savez, le taux de chômage structurel dans notre pays est de plus de 95%. Ça veut dire que sur un échantillon de 100 jeunes actifs en âge de travailler, vous n'en avez que 5 qui ont du travail. Et parmi les 5, il y a 3 qui travaillent chez l'État et 2 chez les privés. Donc, vous avez une appréhension de cette question. Et je vais laisser à chacun de vous la possibilité de s'exprimer en termes de solutions, de questions et tout ce qui peut aller avec. Donc, on va commencer parce que c'est le dernier jour du mois de la femme. Nous en avons 4 ici. Quelle est la plus courageuse, celle qui aimerait bien commencer? Le micro. Je suis Chancelvi Iwanga. Monsieur Jean-Jacques Mamba, puisque nous parlons de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous constatons que le taux de chômage en République démocratique du Congo est établi en moyenne 95%, comme vous venez de le dire tantôt. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cette persistance? Qu'est-ce qui est à la base de la persistance du chômage dans notre pays? D'accord, merci pour la question. D'abord, il faut savoir que le chômage, existe dans tous les pays. Et chaque pays gère son chômage ou son taux de chômage avec les moyens dont il dispose et les outils. Le chômage, c'est une question d'un croisement de l'offre et de la demande. Et je suis en train de parler du marché du travail. C'est-à-dire que vous avez des employeurs, ceux qui ont des entreprises, des industries, et vous avez des chercheurs d'emploi qui sont sur le marché. Et donc, c'est dans ce croisement-là que vous rencontrez un bon nombre de personnes en recherche d'emploi qui ne trouvent pas de travail parce que l'offre est petite. Elle peut être petite parce qu'il y a peu d'entreprises. Elle peut être petite parce qu'il y a inadéquation. Ça veut dire que vous avez un profil de prestation et vous ne trouvez pas du personnel qualifié. Et donc, vous avez des chômeurs qualifiés qui ne sont pas embauchés pour la simple et bonne raison que leur spécialité n'est pas répertoriée dans le cadre des offres de travail. Mais ce que nous avons aussi, c'est un chômage structurel. Ça veut dire que l'offre est exiguë, l'offre est petite. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 ou 3 secteurs qui fonctionnent. Nous avons les télécoms, prenons pour la ville de Kinshasa. Nous avons les télécoms, nous avons les banques. Le plus gros employeur reste l'État, au travers de la fonction publique et des établissements et entreprises publiques. C'est le plus grand employeur. Et c'est très dangereux dans un pays lorsque l'État est le numéro 1 des employeurs. Donc, ici, nous avons un problème d'investissement. Ça veut dire que nous avons très peu d'entreprises pour plusieurs raisons. Il faut que nous ayons une fiscalité qui soit attrayante, qui permette à ce que les entreprises arrivent, mais pas seulement. Vous pouvez avoir une fiscalité attrayante, mais il y a aussi le problème de la pauvreté. Ça veut dire du pouvoir d'achat. La logique d'une entreprise commerciale, c'est de dégager ou de produire de la richesse et de faire du bénéfice. Alors, pour faire du bénéfice, il faut investir. Et après avoir investi, lorsque vous prestez, vous pouvez fournir des biens ou des services. Mais que ces biens et services-là ne sont pas à la bourse de ceux qui sont censés les consommer, vous risquez de vous retrouver avec des prestations ou des services qui ne sont pas pris, ou des biens et services qui ne sont pas achetés, parce que les gens n'ont pas les moyens de les acheter. Donc un entrepreneur, un industriel ou quelqu'un qui crée son entreprise va à un endroit où, les conditions sont avantageuses. Je parle de l'administration, je parle du climat des affaires, mais aussi là où il sait que ce qu'il propose en termes de prestations, de services ou de produits et biens, il y a des preneurs et ces preneurs ont un pouvoir d'achat. Alors notre situation est un peu complexe parce que le tout est combiné. Nous avons un très faible pouvoir d'achat. Nous avons un pays pour lequel nous continuons à travailler pour assainir le climat des affaires. Nous avons une fiscalité qui est très lourde parce qu'elle s'échelonne, elle s'établit au niveau provincial, au niveau national. Quand vous faites l'expérience ici, dès que vous ouvrez un établissement, une entreprise, vous avez des services provinciaux qui se chevauchent avec des services nationaux de fiscalité, donc des GERCA, des GERAD. Après, on vous envoie le ministère du Tourisme. Après, il y a tellement de services qui viennent et qui vous chargent.
Et donc, il faut que nous améliorions cela. Mais en gros, pour vous répondre, c'est ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, nous avons peu d'investisseurs. En d'autres termes, nous avons très peu d'entreprises pour beaucoup de demandeurs. À titre d'exemple, chaque année, nous sortons plus ou moins 20, 30 à 40 000 étudiants en licence, par exemple. Mais nous n'avons pas la capacité de leur trouver du travail parce qu'ils viennent rencontrer un taux de chômage déjà élevé. Ceux des promotions avant, il n'y a que 1% ou 2% qui ont trouvé du travail et eux, ils viennent simplement se rajouter parce que la situation de l'offre de l'emploi n'a pas beaucoup évolué. Donc c'est cela un peu la situation en général. Qui d'autre peut prendre la parole? Bonjour, monsieur Jean-Jacques Mamba. Je suis Winnie Makoy. Ma question est celle-ci. Tant que politicien de notre pays, vous encouragez aux jeunes de se lancer à l'entrepreneuriat? Si oui, dites-nous pourquoi. Écoutez, une des solutions, lorsque vous attendez des investisseurs dans un pays, que les investisseurs n'arrivent pas, vous devez créer l'emploi vous-même. Vous savez, nous avons un gros marché. Nous avons 108 millions d'habitants. Cela veut dire que nous avons un marché intérieur qui est vaste. Et que donc, à partir de ce moment-là, la création de la richesse ou du revenu national brut par habitant ne peut augmenter que si nous-mêmes nous entreprenons. Ça veut dire que, en lieu et place d'importer le riz, les huiles et ainsi de suite, si nous les produisons sur place et nous les vendons et nous le consommons sur place, le marché intérieur va croître. Donc, on ne peut encourager dans une situation comme la nôtre que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la possibilité pour les Congolais de créer leurs propres entreprises, de créer de la valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation de nos ressources en produits finis et de consommer ces produits-là, comme cela se fait dans certains autres pays. On voit par exemple, allez, prenons un exemple du Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Ils ont une certaine forme de stabilité. Par exemple, si vous voyez l'industrie textile, les Sénégalais s'habillent généralement en boubou. Et en s'habillant en boubou parce que ce sont des pays musulmans, ces pagnes sont produits sur place. Il y a toute une industrie derrière cela. Et de l'autre côté, il y a une grosse demande. Mais nous nous habillons en pagne peut-être pas, mais la plupart des jeunes s'habillent en costume et généralement des costumes qui sont importés. Donc le coton ne vient pas de chez nous, le tissu ne vient pas de chez nous, nous importons presque tout. Et dans des conditions comme celle-là, il est difficile de développer notre industrie locale. Les chaussures que nous portons, les habits, ce que nous consommons, en général, est importé. Et donc, notre industrie locale ne se porte pas très bien. On devrait, effectivement, et c'est comme cela qu'on parlera certainement du FPI, essayer de pousser le gouvernement à donner encore beaucoup plus de moyens aux structures qui sont en mesure de financer notre propre économie. L'entrepreneuriat, c'est une alternative, si vous voulez, en termes terre à terre, à l'attente des investissements étrangers. C'est-à-dire qu'en lieu et place d'attendre que des étrangers viennent investir chez nous, parce qu'ils vont poser beaucoup de conditions, parce qu'il y aura beaucoup de précautions à prendre, nous pourrions nous-mêmes développer nos PME et notre industrie locale et desservir notre propre marché. Les Chinois, par exemple, ils sont à près d'1 milliard et ils n'ont même pas besoin d'exporter pour vivre. Donc il suffit que vous créez une société et que vous ayez les moyens de vendre à 1% de la population pour devenir millionnaire. Donc, cela veut dire, en d'autres termes, qu'il y a des possibilités, lorsque vous avez un vaste marché comme le nôtre avec plus de 108 millions d'habitants, si notre industrie locale est boostée, il y a des possibilités de créer des services, de créer des biens ou d'en produire et de développer notre économie d'abord par nous-mêmes. Qui d'autre prend la parole? Ah, et là, j'ai le micro. Oui, ça va venir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole, honorable. Alors, partant du sujet du jour, l'entrepreneuriat est une solution requise à la problématique du chômage des jeunes. Moi, je pense que oui. Alors, s'il n'y a pas d'emploi, alors il faut créer son emploi, il faut créer son entreprise, il faudrait entreprendre. Mais avec quel fonds? Comme nous sommes étudiants, alors nous savons pas comment commencer, comment lancer son entreprise, avec quel argent. Et honorable, ma question est de savoir qu'est-ce que vous en pensez de l'ANADEC. Est-ce que elle réussit sa mission ou comment? D'accord. Nous n'avons pas encore évalué l'ANADEC, mais le problème que vous posez est un problème qui est
pertinent. Nous sommes dans un pays à risque. Et notre marché bancaire, ou si vous voulez, notre système bancaire est à 90% constitué des banques étrangères, lesquelles font des levées des fonds sur des marchés internationaux ou continentaux, on va dire ça comme ça. Donc vous avez la BOA, vous avez Ecobank, vous avez Equity, BCDC, l'État a vendu ses parts dernièrement, donc c'est une banque kenyane. Vous avez la FN Bank et ainsi de suite. Ce sont des banques entre guillemets étrangères. Ça veut dire que l'argent qu'elles prêtent aux Congolais, c'est de l'argent qu'elles lèvent sur d'autres marchés. Et le taux d'intérêt auquel elles lèvent ces fonds dépend d'un marché à un autre. C'est-à-dire, lorsque sur la place internationale des marchés des capitaux, vous dites qu'écoutez, je veux prendre de l'argent pour le Congo-Kinshasa, on va peut-être vous le fournir à 15%, mais lorsque vous dites que vous allez lever des fonds pour le Malawi, on vous le donne à 5%. Parce qu'on considère encore que notre pays est un pays à risque. Ce qui entraîne le fait qu'après avoir levé des fonds à un certain taux et ayant l'obligation de faire des marges, lorsque cet argent arrive dans notre circuit bancaire, cet argent est revendu, parce que l'argent c'est un produit. Hein. Cet argent est revendu à un taux encore beaucoup plus élevé que le taux auquel ils ont pris cet argent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le taux à la consommation il est de 18%, d'accord. Et lorsque vous allez en Afrique, par exemple, Ecobank ici va vous faire un prêt à la consommation à 18%. Je donne un exemple, genre vous prenez 1000 et on vous dit que vous devez rembourser 18% de 1000 sur une année. C'est un prêt de la consommation. Donc vous rajoutez 180. Vous devez rembourser 1180. Le même taux à la consommation, par exemple au Bénin, au Togo, à Lomé, il est de 4%, alors que c'est la même banque. Tout ceci se justifierait, entre guillemets, d'après leurs explications, par le fait que lorsqu'ils lèvent des fonds pour la RDC, le taux est extrêmement élevé. Alors, je donne cette explication-là pour que vous compreniez que pour développer l'entrepreneuriat, les banques doivent être derrière. L'ANADEC est une structure qui finance les jeunes projets, on va dire ça comme ça. Mais dans les pays qui se développent facilement, il faut qu'il y ait des structures bancaires dans des banques pour financer les jeunes entrepreneurs. Étant donné que les banques qui lèvent des fonds à l'étranger considèrent que notre pays est un pays à risque, même pour un prêt de $3000, on vous demande une garantie hypothécaire. Parce que la banque doit se protéger de la faillite, du non-remboursement, et elle doit s'assurer d'un recouvrement à 100% de la créance en cas de faillite et ainsi de suite. Alors, les jeunes qui finissent n'ont pas de garantie hypothécaire. Vous n'avez pas de maison à présenter à la banque, ce qui fait que quand vous terminez, même si vous avez le plus beau projet du monde, vous ne trouverez pas un organisme qui vous finance. Alors, où en sommes-nous actuellement? Nous avons le FPI. Le FPI finance des projets, mais il demande aussi une garantie hypothécaire de 150%. 150% de la valeur vénale du prêt que vous consentez. Donc, au lieu de 20 000 kuna ou bien 50 000 kuna, vous devez présenter une garantie hypothécaire de 150%, ça veut dire de 75 000. Donc, le bien que vous mettez en garantie ou en hypothèque doit valoir 150% de la valeur du prêt que vous contractez. Donc 100% déjà, donc d'à à 50 000, il y a les 50 000, mais plus 50. Et nous sommes en train de travailler, nous, au niveau de l'ECOFIN, pour essayer de faire en sorte que le FPI puisse constituer un fonds de garantie pour effectivement financer les jeunes qui ont des projets. Mais la contrainte, c'est laquelle? C'est la mise en place, la mise en œuvre. Vous savez, on a quand même des problèmes d'identification ici. Au Kamasolo, Moutouazan a 5 cartes d'électeurs, il arrive, il prend un crédit, vous savez qu'il habite à telle adresse, et le lendemain, il a pris l'argent, il quitte l'adresse et puis il s'en va. Et chez nous, comme nous avons un très très grand pays, il peut quitter Kinshasa aujourd'hui, il se retrouve à Lubumbashi, il va se cacher à Kasumbale, ça. Il faut des moyens énormes pour que le FPI a le tracé. Donc, il faut qu'on arrive à mettre cela en place et mieux l'étudier. Et donc, à partir de ce moment-là, si nous considérons que le FPI est en mesure de financer l'économie locale ou l'industrie locale, il faut qu'on trouve les mécanismes de mise en œuvre. Alors, vous devez aussi savoir, en ce qui concerne le FPI, le FPI est financé par ce qu'on appelle la TPI, la taxe de la promotion de l'industrie. Comment elle fonctionne? On prend 2% sur toutes les importations. C'est-à-dire, à chaque fois que vous importez quelque chose, on taxe 2%. Et en ce qui concerne l'industrie locale aussi, tout ce qui est produit sur place, on prend 2%.
Ça veut dire que le FPI se retrouve avec un portefeuille assez important pour financer, mais malheureusement, jusqu'à présent, le FPI ne finance que sur base de garantie. Par contre, la NADEC finance des petits projets, allant jusqu'à 10 000. Donc, je vais essayer peut-être, dans le cadre d'une prochaine émission, voir quelle est l'évaluation qui en est faite. Est-ce que le taux de remboursement, est-ce que ces projets sont porteurs, est-ce que ces projets sont créateurs d'emplois. Mais à votre niveau, les jeunes aussi, vous devriez apprendre à faire des projets bancables. Parce que les gens, ils viennent, vous leur posez la question, les jeunes, ils vous disent, oui, j'aimerais faire une pharmacie. Mais vous lui demandez de faire un business plan, il ne sait pas faire un business plan. Parce qu'au fait, il y a des indicateurs que les banquiers lisent. Pas seulement les banquiers, mais toutes les personnes qui financent, organismes qui peuvent financer, lorsque vous leur apportez un projet, ils doivent avoir certains indicateurs. Et donc, vous devez être formé davantage à l'écriture d'un business plan, de telle sorte que, en l'absence de garantie, que votre projet puisse convaincre de par par sa présentation, de comment vous concevez le projet, comment vous établissez le risque de ce projet, comment vous établissez la rentabilité de ce projet, comment est-ce que vous établissez le développement de ce projet. Donc tout ça, ce sont des questions que vous devez maîtriser parce que dans les jours à venir, et nous allons continuer à militer, la NADEC, oui, mais il y aura beaucoup d'autres organismes qui existeront et ils vont vous demander la même chose, c'est-à-dire présenter un business plan et vous devez être en mesure de présenter un business plan qui soit cohérent. Qui d'autre prend la parole? Donnez-lui, il est à côté de vous, il peut prendre le micro. Voilà. Merci beaucoup pour la parole. C'est M. Etienne Komo, je suis étudiant à l'Université de Kinshasa. Rapprochez le micro. Ok, voilà. Je suis tantôt disant que c'est M. Etienne Komo, étudiant à l'Université de Kinshasa, L1 droit public interne. Ma question était celle de savoir, vous avez, en fait, on parle sur ce qui est entrepreneuriat. Vous êtes député national. Et dans ces domaines, nous avons constaté qu'il y a un petit souci. Il y a de ces investisseurs-là qui veulent venir investir dans le pays. Mais il y a un problème sur les taxes. Tout ce qui concerne les taxes, il paraîtrait que l'ANAPI est un peu trop cher. Alors, vous verrez qu'il y a de ces investisseurs-là qui passent par les proches du chef de l'État, les conseillers. Vous savez bien ce qui se passe pour passer dans une voie normale, ils préfèrent passer par les proches du chef de l'État, ceux qui sont influents. Alors, il n'y a pas possibilité de revoir ces domaines-là, d'ajuster les choses, parce qu'il paraîtrait que les taxes est au-delà de leur entendement. Voilà, merci beaucoup. Écoutez, parce que vous parlez de l'ANAPI, on va en parler. Nous avons un gros problème. L'ANAPI a un budget, Agence nationale pour la promotion des investissements. Aujourd'hui, à côté de l'ANAPI, je vais vous lire ce qu'il y a. Vous avez l'ANAPI, vous avez la BNP, vous avez la ZES, vous avez le Fonds de promotion de l'éducation, vous avez l'ANADEC, vous avez le GML, le Conseil congolais de la batterie. L'ANADEC aussi est financé par le FPI. À la base, lorsqu'on a créé le FPI, c'était exclusivement pour financer l'industrie. Mais comme on est au Congo, à chaque fois qu'un nouveau ministre arrive, comme le FPI, qui a été créé par décret, est alimenté par la TPI, sur base des 2% à l'importation comme en production locale, il y a beaucoup d'agences qui se sont créées et qui sont venues chaque fois, par arrêté ministériel, se greffer sur la TPI. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez quelques millions de dollars qui sont perçus tous les mois au bénéfice des agences qui, entre guillemets, font la promotion des investissements. Alors qu'en réalité, ces millions peuvent directement être injectés pour financer l'industrie, directement injectés pour financer les jeunes. Je vais vous lire une proposition de loi qui est faite par ce qu'ils se sont appelés collectifs des allocataires. C'est-à-dire que non seulement toutes ces institutions ou tous ces établissements émargent du budget de l'État, à côté de cela, elles ont fait une proposition de loi pour se greffer à la TPI, c'est-à-dire à la taxe de la promotion pour l'industrie. Et voilà ce qu'ils disent. Article 1er. Il est créé au titre des contributions de l'effort de développement économique et industriel de la République démocratique du Congo une taxe de promotion de l'industrie. Ça, c'est connu. Destinée à financer des projets industriels. Et voilà ce qu'il rajoute. Vous écoutez? Destinée à financer des projets industriels. Et il rajoute
dans leur diversité, notamment ceux contribuant de manière générale. Donc, au lieu de financer seulement des projets industriels, eux, ils rajoutent dans leur diversité et ceux contribuant d'une manière générale. Alors, lisez ça, écoutez ça, à la promotion et à l'intégration de l'industrie locale. Donc voilà, on collecte de la TPI et on donne de l'argent à des services qui vont faire la promotion et l'intégration de l'industrie locale. Ça ne finance rien, c'est juste pour que vous fassiez la promotion. À la promotion des exportations, un autre service. À la promotion de la recherche appliquée, un autre service. À la valorisation des ressources locales, un autre service. À l'implantation et à la réhabilitation des infrastructures économiques, un autre service. À la promotion et la vulgarisation des opportunités. Au fait, ce sont des missions de l'ANAPI, de l'ASES. Et ces missions-là, lorsque vous prenez le budget de toutes les institutions et ceux qui doivent collecter, ça peut financer en moyenne 100 entreprises ou micro-entreprises chaque mois. Mais on les donne à des fonctionnaires de l'État au motif qu'ils doivent faire la promotion des... On n'a pas besoin de promotion, on a besoin de financer l'industrie locale. Alors nous, au niveau de l'ECOFIN, on avait rejeté cette proposition et ils ont refait notre proposition en se mettant en collectif. Tous derrière la même taxe que perçoit le FPI, c'est-à-dire la TPI. Et donc on va continuer à suivre pour vous dire que si un autre ministre arrive, il va créer une nouvelle structure. Et cette quantité de la TPI qui pouvait être affectée au financement de l'économie, au financement des PME ou des petites industries, continuera à s'effriter au profit des structures, je ne vais pas dire inutiles, mais qui ne sont pas nécessaires. Donc, vous avez parlé de l'ANAPI, je vous explique comment ça fonctionne, mais regardez les prestations de l'ANAPI. En quoi sont-elles différentes des prestations de la cellule du climat des affaires à la présidence de la République? C'est le même travail. Parce qu'au niveau de la présidence de la République, vous avez une agence pour, je crois, le climat des affaires, d'accord? Et l'ANAPI est là pour faire la promotion des investissements. La promotion, ce n'est pas un investissement. L'investissement, c'est prendre l'argent de la TPI et créer une industrie, créer une boulangerie, créer une cordonnerie industrielle, Mais faire de la promotion, ce n'est pas de l'investissement. Et vous allez remarquer que ces personnes ou ces institutions qu'on crée au jour le jour se coalisent alors qu'elles ont des objets totalement différents, mais elles ne se coalisent que pour les fonds. L'ANAPI que je vois ici, l'ANAPI, le BNP, l'ANADEC, le GEM, n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes missions. Mais il faut un collectif pour faire une proposition de loi juste sur des questions d'argent. Et que je considère que cet argent devrait directement financer notre industrie et peut-être même la jeune industrie, c'est-à-dire l'industrie et des personnes qui n'ont pas d'hypothèque à présenter lors de la souscription à des prêts. Et ça, c'est un défi que nous devons avoir parce que dans notre pays, on se plaint des choses. Nous nous plaignons beaucoup, mais nous ne sommes jamais capables de payer le prix du sacrifice pour atteindre les objectifs voulus. Et là, c'est un sacrifice que nous devons faire, c'est-à-dire nous devrions nous passer de toutes les agences qui ne sont pas nécessaires et affecter une majorité des fonds de la République au financement de notre propre économie, de nos propres PME. Donc voilà un peu la difficulté. Alors pour ceux qui vont à la présidence, c'est pourquoi? Parce que bon, généralement, pour obtenir les autorisations, il faut une signature par-ci, par-là. Si le ministre demande trop d'argent, on va voir un conseiller à la présidence et ainsi de suite. Donc bref, c'est le pays. Nous sommes quand même l'un des pays les plus corrompus au monde, mais nous devons lutter contre ces pratiques-là. Et vous, les jeunes qui arrivez, vous devez en tenir compte. Parce qu'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de chômage, c'est parce que les entreprises ne viennent pas. Quelqu'un peut venir ici, il veut investir 10 millions, mais on lui demande déjà 1 million de pas de porte. Il va perdre 1 million comme ça qui va aller dans la poche des gens alors qu'il n'a même pas encore commencé à travailler. Il se décourage. Il prend son 10 millions, il va à Kigali, il prend son 10 millions, il va à Bujumbura, on ne lui demande rien. Mais où est-ce qu'il va installer son entreprise? Mais il va l'installer à Bujumbura, il va l'installer à Kigali. Donc ça, ce sont des choses que nous devons savoir, pour lesquelles nous devons lutter. Et lorsque vous allez accéder à des postes de responsabilité, il faudra vous écarter au maximum de ce genre de pratiques. Passez le micro. Merci. Je suis Bernadette Mbia, étudiante à l'IFASIC. Monsieur l'honorable Jean-Jacques Mamba. D'abord, je vais commencer par raconter une petite histoire, en fait. Donc, je disais... Le micro. Oui. Un écrivain a écrit un livre sur comment devenir riche, en fait. Et ensuite, il cherche l'argent pour
imprimer son ouvrage. Et donc, sur ce, ma question est de savoir comment nous pouvons faire, en fait, comment pouvons-nous faire pour lutter contre le chômage en RDC. Donc, Johan a comment devenir riche, man, en a moins imprimé. Mais après, il est devenu riche, hein? Après, il est devenu riche? Oui, c'est ça son histoire. Ok. Je vais me répéter parce que c'est nécessaire. Nous avons un pays qui possède tout le potentiel. Que ce pays a tout. Les eaux, l'écosystème, les ressources naturelles, et ainsi de suite. Mais nous avons des choix courageux à faire. Nous avons des stratégies à implémenter. Si on vous donnait, par exemple, le montant que nous payons en banque commerciale en termes de frais bancaires pour payer tous nos fonctionnaires, policiers, militaires, magistrats, députés nationaux, sénateurs, et ainsi de suite, cet argent-là devrait nous servir à nous. Parce que toutes ces catégories sont payées par des banques qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des banques commerciales. Et ces banques-là ne facturent leurs services. Donc nous perdons des millions et des millions de dollars juste en frais bancaires parce que nous sommes dans l'incapacité de créer nos propres institutions financières. Il n'y a plus de banques à majorité dont les capitaux sont en majorité congolais. Ça n'existe plus. Et donc, toutes les banques sont étrangères, les banques commerciales. Maintenant, dans une situation comme celle-ci, cela veut dire que notre épargne, qui est d'ailleurs très mal rémunérée, regardez, lorsque vous déposez de l'argent à la banque, vous déposez $1000 au mois de janvier, vous revenez au mois de décembre, après 12 mois, vous allez retrouver $1008 ou $1007. Les gens, des fois, n'aiment pas épargner parce que ça ne sert à rien de mettre l'argent à la banque, ce n'est pas rentable. Mais lorsque vous allez pour emprunter de l'argent, là, vous remboursez 1180. Donc vous avez déposé, on vous remet $1007, mais lorsque vous allez prendre les $1000, vous remboursez 1200. Et donc, à un certain moment, nous avons des choix courageux à faire. Les choix courageux que nous avons à faire, c'est de dire, le chef de l'État a parlé de la clé, par exemple, pour l'autosuffisance alimentaire. Nous avons des secteurs qui sont clés. Ces secteurs qui sont clés souffrent de deux choses. La première, en ce qui concerne le premier secteur, c'est-à-dire le secteur agroalimentaire, c'est au niveau de la desserte, mais aussi au niveau de la capacité de production. Il y a quelques années, on nous a fait un projet qui était Bukangalonzo. L'idée était bonne, mais c'était très très mal fait parce que c'était des millions. On pouvait créer une banque de développement agricole, comme il y en avait à l'époque, et financer plutôt les agriculteurs locaux. Peut-être pas leur donner de l'argent, mais donner par exemple sur une aire de 20 km à chaque agriculteur, vous déposez 2-3 tracteurs. Sur la nationale 1 jusqu'au Bas-Congo, vous en avez mis par exemple 200, on va dire ça comme ça. Et vous mettez un entrepôt avec des pièces de rechange pour les tracteurs, vous engagez des mécaniciens, eux ils prennent les tracteurs et les utilisent en leasing et ils payent un loyer mensuel, mais vous allez voir que la production va tripler. Au lieu de mettre 200 millions dans un projet, on aurait pu, si vous voulez, commencer à financer ceux qui font déjà ce travail, simplement augmenter leur capacité de production. Mais il y a aussi un problème infrastructurel, c'est-à-dire comment est-ce que nous faisons pour déplacer les denrées alimentaires. C'est ce qu'on dit souvent, la sempiternelle question des routes de desserte agricole. Mais je vais vous révéler quelque chose. Lorsque, à chaque budget, on parle de cette question, on vous dit oui, il faut de l'argent pour le cantonnage manuel, et ainsi de suite. Lorsque vous êtes en Europe, vous quittez une ville comme Paris, vous allez vers une ville comme Bruxelles, le long de toute l'autoroute, il y a des plantations. Ils font l'agriculture. On pourrait faire la même chose. Avant de penser aux routes de desserte agricole, on devrait s'assurer que sur les 530 km qui séparent Kinshasa du Kikwit, il y a tous les 10 km une ferme avec un tracteur. Ça nous ferait, sur 10 km, ça nous ferait 53 tracteurs minimum. Et si on veut doubler et tripler, ça veut dire que sur toute la route, on peut avoir, sans entrer à l'intérieur des villages, juste sur la route Kinshasa-Bandundu, sur chaque 10 km, un tracteur ou 2 tracteurs ou 3, on aurait 150 tracteurs et on aurait le long de 500 km des plantations de maïs et de manioc. Ça peut se penser parce qu'en Europe, toutes les plantations sont sur l'autoroute avant de penser au dessert agricole parce que c'est encore un investissement. Donc, ce sont des choix courageux que nous devons faire. Ça, c'est le premier secteur. Le deuxième secteur, c'est la petite et moyenne entreprise.
Donc, vous avez le secteur agroalimentaire, on peut faire ça sous forme de coopératives et des PME, mais nous avons aussi des PME, des prestations de services. Aujourd'hui, nous avons des petites imprimeries, on a des établissements, on a des boutiques. Vous savez, à chaque coin de rue, il y a une boutique. Hein. Même à Ipen, dans tous les quartiers UP avant, les gens ne mettaient, il n'y avait pas d'étalage. Maintenant, on a la blouse partout. Tout le monde devant. Oh, t'es qu'à sucré, ou t'es qu'à soukali. C'est-à-dire, vous avez, dans tous les quartiers, tout le monde est commerçant. Tout le monde cherche à se débrouiller. Mais au fond, on l'a bon pourquoi? Parce qu'il y a aussi un besoin. Il y a des gens qui achètent. Mais on peut mieux organiser cela. Je ne peux pas comprendre que Kin Marché, le groupe Bissona-Bisso, se développe en disant qu'il marché est dans tout Kinshasa, d'accord? Et Money Shop, Moutabanda, écoute, avant, à Télémara, la Money Shop, incapacité de faire un deuxième Money Shop. Talaba SK. Donc si, et ce n'est pas l'argent d'une seule personne, si les étrangers apprennent à se coaliser, mettre des moyens ensemble pour se développer, comment ça se fait que dans notre propre pays, nous n'avons pas cette possibilité-là? Nous n'avons pas cette organisation, nous n'avons pas cette volonté. Et donc, c'est cela le problème. Le problème, c'est que nos dirigeants, et je suis en train d'insister sur le FPI parce que nous allons faire des propositions de loi, il faudrait que l'argent qui est collecté pour le compte des Congolais serve aux Congolais, serve à développer l'industrie locale, serve à développer les PME locales. Il faut régler la question des garanties, parce que c'est une question qui est cruciale pour gérer le risque. Mais comment est-ce que nous gérons cette question-là? On doit développer une série de réponses et la plus adaptée sera retenue. Donc, comprenez, madame, que la richesse, elle se crée. Quand vous voyez un Indien, vous voyez un Libanais, à outil Liban, Indien, et vous restez pauvre, vous voyez un problème. Parce que lui, il a quitté l'Inde. À Monia Eza Paradis. Moi, j'ai travaillé avec des Indiens, j'étais country manager d'une compagnie d'aviation. Ben, Indien, on a toi, là-bas, on fort. Mais ils emploient des Congolais, notamment $100 et tout ça. Mais eux ne veulent pas partir. Il n'y a que nous qui ne savons pas que nous avons des possibilités ici. Et lorsque nous avons des moyens, nous réfléchissons à autre chose. Parce que ce toujours Ballard, je vais acheter une maison en Afrique du Sud, je vais acheter une villa ici, non. Mais vous allez voir rarement 5 Congolais millionnaires qui se disent, bon, ils ont combien 2 millions, ils ont 3 millions, ok, ça va, tout ça, la SA, tout concurrencer qui ne marche. On va faire notre chaîne. Tobandi na Lemba, La seule chose que j'ai vu qu'on a réussi, mais c'était un marché avec Al-Kitenge. Supermarché Moro, Nandimi même pas Gessimba. Nandimi même pas Siba Koma 2. Même si ce Bolanda qui initiative Moro, Congo Nabiso, je ne sais pas quoi, des supermarchés avec des trucs bio. Bakwanga. Je ne sais pas si vous avez suivi. Sur Wilry. Donc, tout sous Arawana. Tala Money Shop a ouvert, ça fait maintenant autant d'années. Il n'a pas ouvert un deuxième. C'est juste impossible. Donc, ce sont des choix que nous devons faire et nous devons encourager nos dirigeants à voir la réalité en face aussi longtemps que nous n'allons pas prendre comme priorité le financement de l'économie par nos propres moyens. Nous n'allons pas avancer, nous allons continuer à tourner en rond. Voilà. Merci, monsieur l'honorable Mamba. Je suis Merveille Balouti, étudiant en sciences de l'environnement à la faculté de sciences dans l'université de Kinshasa. Alors, je vais commencer d'abord à faire une proposition, après quoi je vais poser ma question. Vous avez parlé de projets bancables et ayant un business plan. Parce que le problème, c'est que la plupart des jeunes ont du fil à retordre à pouvoir piloter ces projets avec des business plans. Alors, il faudrait qu'il y ait l'insertion de l'éducation entrepreneuriale dans notre système éducatif. Parce qu'apparemment, il y a ceux qui font l'entrepreneuriat qui ont ces notions-là. Parce que les autres qui font genre l'environnement, les droits, ils n'ont pas vraiment ces notions d'entrepreneuriat. Alors, ma question est celle-ci. Puisque vous avez parlé de la FPI, et vous avez dit que la FPI finance des projets, mais pourvu que le jeune qui est détenteur du projet puisse avoir une garantie hypothécaire. Alors, quelle est la solution que vous pourriez, parce que vous avez entendu dire que vous allez proposer des lois par rapport à ça. Ce jeune-là qui est bourré de talents, mais qui n'a pas une garantie hypothécaire pour en bénéficier. Quelle sera la solution, en fait? Bon, en réalité, moi, ce que je pense, il y a ce qu'on appelle un système d'incubation. Ça veut dire que vous apportez votre business plan, on va dire comme ça, vous avez un projet de $100 000.
Et dans les 100 000 $, vous en avez pour 80 000 $ de matériel acheté. Vous en avez 10 000 $ de loyer, garantie locative et loyer, et peut-être 10 000 $ de fonds de roulement, ce que vous devez avoir dans votre caisse. Je donne un exemple comme ça banal. Alors, vous arrivez, le FPI est disposé à vous financer. Il vous demande des factures pro forma du matériel. Lui-même, il commande pour vous le matériel qu'il faut. Il vous accompagne à la signature de votre contrat de bail. Il vous accompagne à l'installation de votre matériel. Il crée pour vous un fonds de roulement. Vous co-signez, c'est-à-dire qu'il vous affecte un agent qui va vous gérer, avec lequel vous allez co-signer ce compte bancaire pour que vous n'ayez pas à manipuler le cash. Et il vous accompagne dans le projet. Comme ça, au moins, on est sûr que, l'argent que vous avez sollicité a réellement servi au projet, que eux ont validé, et vous avez un monitoring comme ça trimestriel où ils vous suivent pour voir comment évolue votre projet. C'est ce qui est en train d'être mis en place. De toutes les structures que j'ai citées ici, l'ANADEC peut remplir cette mission, donc je ne vois pas l'utilité de l'ANAPI qui peut se contenter de son budget. Le BNP, la ZES, Fonds de promotion d'éducation, on n'en a pas besoin. Mais avec l'ANADEC, parce qu'elle finance les jeunes sans garantie, on pourrait imaginer ce genre de système, c'est-à-dire ce sont des systèmes avec incubation. Donc, vous avez un prêt, mais en réalité, vous avez un projet. Vous ne gérez dans un premier temps que la partie administrative du projet, mais vous êtes accompagné et suivi par des agents, notamment de l'ANADEC ou du FPI, pour s'assurer de la réalisation des objectifs fixés dans le projet. Ça peut être une alternative. Une autre alternative, ce serait, au lieu d'avoir toutes ces structures, on peut dire qu'il y a 1% de cet argent qui va en fonds de garantie, de telle sorte que quand le FPI prête et que vous n'êtes pas en mesure de rembourser, ce fonds de garantie-là peut couvrir, si vous voulez, le fait que vous n'ayez pas rempli, tout en s'assurant des conditions assez rigides, en l'absence d'hypothèque, pour qu'on vous octroie ce prêt, notamment un projet réellement bancable, des garanties et des témoignages et même des parrainages. Ça veut dire quoi? On peut imaginer une situation où vous voulez prendre un prêt et on vous demande qu'on a besoin que vous soyez parrainé par 5 députés, que vous soyez parrainé par 2 ministres, que vous soyez parrainé par des administratifs ou des directeurs et ainsi de suite. Vous aurez ça, ces personnes vont s'engager pour vous, mais vous aurez cette responsabilité-là parce que vous savez que vous ne vous êtes pas engagé seul. Peut-être que même des membres de votre famille. Et en dehors de cela, on doit vérifier depuis combien d'années vous êtes à la même adresse, connaître un peu sur votre vie. Des enquêtes doivent être faites parce qu'on vous donne l'argent de l'État sans garantie aucune. Mais tout ceci font partie des mesures d'application. Il faut d'abord qu'on soit d'accord sur le principe. Est-il possible de prêter à un jeune 30 000 $ pour un projet sans qu'il présente des garanties? Est-ce qu'il y aura une même politique derrière? Ça veut dire, on dit comme nous on est de l'Union Sacrée, on va d'abord privilégier les gens de l'Union Sacrée. Donc même s'ils ont un projet qui n'est pas bancable, on va prendre ce projet-là. Non. Il faut déjà qu'au niveau de la sélection des projets, qu'il y ait des mécanismes qui permettent de manière aléatoire, sans le nom, qu'il y ait des commissions qui jugent, qui reçoivent les projets. Donc c'est-à-dire que la personne donne son projet, on codifie, on ne sait pas qui c'est, et on fait des évaluations pour trier les meilleurs des projets. Donc tout ça, ce sont des mécanismes de mise en œuvre pour éviter la subjectivité et le tri des projets en fonction des intérêts personnels, des rétrocommissions, ainsi de suite. Merci pour la parole. Je m'appelle Emmanuel Simbi, étudiant en environnement à l'UNIKIN. Ma question est celle-ci, honorable. Quelles sont les méthodes appliquées pour promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays? Parce que en voyant notre système éducatif, comment on nous forme plus à dépendre et non à être indépendant. Parce qu'aujourd'hui, on est jeune étudiant, on s'est dit oui, on sera licencié par après, on n'a pas cette notion-là de créativité. Donc, c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat, mais c'est un sujet qui n'est pas tellement pris en compte. Et alors, quelles sont ces méthodes qui permettront en fait de promouvoir l'entrepreneuriat dans notre pays? Bon, d'abord, il faut savoir que dans tous les pays, tout le monde n'est pas entrepreneur. Ça veut dire que ça ne peut pas être une filière généraliste. Moi, j'ai fait à l'UPC, à l'époque, quand j'étais jeune, comme vous, j'ai fait FASE, Faculté d'administration des affaires et sciences économiques. Donc là, on était déjà formés, on avait tout un cours sur l'entrepreneuriat. Donc ça dépend de la filière que vous suivez. Après, le reste, c'est de l'auto-formation. Aujourd'hui, lorsque je vous parle de business plan, vous n'allez pas aller en médecine avoir un cours sur les business plans.
c'est une question essentiellement financière. Donc, quand quelqu'un aujourd'hui fait l'environnement, vous n'aurez pas un cours sur le business plan. Mais lorsque vous aurez fini l'environnement et que vous avez, par exemple, un projet de transformer les immondices en dallettes, comme j'ai vu au Ghana, c'est-à-dire qu'ils prennent les déchets, ils les recyclent et ils font, si vous voulez, des petites dalles. Et avec cette dalle-là, ils arrivent à paver les routes secondaires. Et donc, c'est très confortable lorsque vous êtes en voiture, mais ce sont des déchets qui sont recyclés. Mais vous avez fini en environnement, vous voulez faire ce projet-là, mais naturellement que vous devez vous documenter de comment vous allez le présenter. Si vous ne voulez pas prendre ça vous-même, eh ben vous allez aller acheter soit un ouvrage ou trouver un spécialiste, vous lui expliquez votre projet, vous lui dites voilà, moi j'aimerais faire tel, mais je dois avoir un projet bancable. Alors en ce moment-là, vous allez solliciter, si vous voulez, l'expertise de ceux qui sont habilités à le faire. Ne considérez pas que l'entrepreneuriat c'est une c'est une orientation qui doit être généraliste. C'est pas tout le monde qui doit être entrepreneur, mais c'est une question, une réponse spécifique à un problème spécifique aujourd'hui. C'est le problème de l'emploi. Et comme le taux de chômage structurel est extrêmement élevé, il faudrait, comme en alternative, que nous réussissions dans tous les domaines et tous les secteurs à créer de l'emploi. Voilà. Merci, honorable, pour cette opportunité. Alors, je suis Litimba Joe, étudiant en sciences de l'environnement, première licence. Ma question est la suivante. Compte tenu de l'hostilité environnementale du milieu des affaires et de la lourdeur administrative qui sévit en RDC et toutes les problématiques des garanties que vous avez exposées, alors quelles solutions pouvez-vous nous proposer pour inciter les bailleurs des fonds internationaux à venir investir en RDC? Ok. Ces gens-là, ici, on a des partenaires bilatéraux, on a des institutions internationales, le FMI et tout ça. Nous sommes déjà en partenariat. Elles ont financé une partie de la gratuité de l'enseignement. Mais vraiment, je ne parle pas de ça. Moi, je suis en train de parler de notre épargne, de notre économie. Parce que nous plaçons l'argent dans les banques, ok? Les banques gardent notre argent et cet argent-là n'est pas fructifié. Parce que l'argent que nous déposons à la banque est thésaurisé et les taux qui sont proposés ne nous permettent pas. Et donc, c'est notre propre argent qu'ils prêtent à nous-mêmes. Ils nous le prêtent à des taux très élevés. Alors que si cet argent était placé dans nos propres banques, on aurait quand même préféré que la création de richesse soit faite au profit des Congolais et pour les Congolais. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Prenons l'industrie locale ou les PME. Vous savez qu'aujourd'hui, les grandes entreprises, les Beltexco et toutes ces entreprises-là que nous connaissons, qui sont généralement étrangères, lorsqu'elles doivent présenter leurs résultats à la fin de l'année, on doit déduire toutes les charges. D'accord? C'est-à-dire que le résultat final, ça prend en charge les salaires, les taxes, tout ce qui a été payé, et vous avez 33% qui sont frappés sur le résultat net ou le bénéfice net. Et ces 33% sont récupérés par l'État. Au plus vous avez des charges, au plus le résultat net ou le bénéfice net est petit. Maintenant, il y a une des charges qu'il faut suivre, c'est celle liée au crédit. Parce que ces entreprises-là, par exemple Beltexco, je crois qu'elle appartient au groupe Eurobank, la plupart d'entre elles ont des comptes dans leur propre banque. Vous allez voir que les Libanais, ils ont leur compte à la Sofibank. Et des fois, généralement, le propriétaire de la Sofibank est lui-même propriétaire aussi de l'entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous contractez un crédit, par exemple d'1 million à votre banque, ou 2 millions, 3 millions, vous payez des intérêts. Ces intérêts-là sont défalqués de votre résultat final. C'est un coût pour vous. C'est-à-dire, dans le résultat final, vous allez dire, bon, comme charge, j'ai payé $1 million d'intérêts des prêts. Mais vous avez eu la facilité d'avoir ce prêt. Maintenant, il y a un Congolais qui a une petite entreprise qui a mis ses propres capitaux. Mais il ne bénéficie pas de cette déduction-là que vous faites de par le fait que l'État accepte que vous déduisiez. J'espère que l'État accepte, ça s'appelle les intérêts notionnels. L'État accepte que vous déduisiez les intérêts payés au résultat net. Par exemple, le Européen ça va un résultat net, il y a 1 million. Le bilan, on a foutu qui intérêt, il y a banque, il y a 300 000. L'État le dit, bon, on a 300 000, nous, on va te facturer les 700. Et sur les 700, l'État joue 33%. Mais le Congolais, pour le même capital, si tu n'as pas emprunté de l'argent,
ils vont prendre sur les 1 million net et donc ils vont te prendre 300 000. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas contracté des prêts. Or, en termes de prêts, nous n'avons pas la même capacité. Nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité. Parce que eux, ils empruntent de l'argent à leur propre banque. Mais c'est déduit dans leur comptabilité. Et les Congolais, pour emprunter de l'argent, eux, ils ont besoin d'hypothèques. Donc, un Congolais aujourd'hui qui a ses 100 000 $ et qui fonctionne, devra emprunter de l'argent, mais il a fonctionné avec ses capitaux propres. Alors que la plupart des grandes entreprises que vous voyez là, ce n'est pas avec leurs propres capitaux. C'est de l'argent pris à la banque, qui travaille avec cet argent et c'est déduit fiscalement. Ça veut dire que eux, ils gagnent plus parce qu'ils peuvent prendre de l'argent ailleurs, alors que nous n'avons pas cette capacité. Donc, on devrait faire quoi? Et je parle des intérêts notionnels. On devrait dire, écoutez, yo Congolais, aujourd'hui, 100 000 na yo, yo moko, au tchè na activité, non, ok, d'accord. Si on a la banque, on va foutre combien? Bon, on a la foutre intérêt à 10 000. Ok. Dans ton résultat net, on va supposer que tu as payé 10 000 et zénet yo te tolongo liango, le résultat net na yo. Comme ça encourage les gens. Je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence. C'est-à-dire qu'il faudrait inciter l'industrie locale pour ceux qui prennent au moins le risque. Au bazo, on a bon la banque T. Au bazo, chambon, on a bon qu'on leur calcule des intérêts notionnels déductibles. C'est-à-dire qu'on nous considère que comme il a risqué ça, il aurait dû payer un loyer pour cet argent, qu'on déduise, qu'on considère ce loyer-là comme une charge de manière notionnelle, comme une notion d'intérêt, et permettrait à réinvestir les sous. Donc il y a beaucoup de mécanismes que nous pouvons utiliser pour inciter l'industrie locale, mais le meilleur d'entre eux, c'est effectivement d'encadrer tous les jeunes qui finissent, leur demander de présenter des projets bancables, les aider, les assister. On peut par exemple dire, bon, pour un jeune Congolais, une jeune entreprise, pendant 3 ans de votre création, vous payez 30% d'IPR, impôt sur le revenu professionnel, au lieu de payer 100% comme les autres entreprises. On peut vous dire, on réduit telle cotisation. On peut vous dire, l'État ne prend pas de bénéfices pendant 3 ans. Donc ceux qui ont de l'argent, ils savent que pendant les 3 premières années, ils ne vont pas payer ce que les autres paient à la DGI. Donc toutes ces mesures-là doivent être mises en branle pour inciter ceux qui ont des moyens, à défaut d'être financés par le FPI, mais ceux qui ont vraiment de l'argent, qui se disent, mais si moi j'entreprends, pendant 3 ans, je gagnerai beaucoup d'argent. Et on vous oblige en ce moment-là d'employer des gens, et ça va diminuer le chômage. Parce que vous imaginez, si chaque année nous créons 10 000 entreprises, ou 20 000 entreprises qui engagent plus ou moins 5 personnes, ça fait 100 000 jeunes qui travaillent. Et si ces 100 000 jeunes travaillent, ça veut dire qu'elles auront un revenu, eh ben, ce revenu-là sera déversé sur le marché et ça aura des effets d'entraînement. Donc, si on a comme ça, je vais dépenser l'argent autrement. Si on a un piranha dans l'art, mais quand je gagne un salaire, je vais acheter et notre industrie locale pourra commencer à prospérer. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des revenus. Donc, ce sont des choix qui sont difficiles, mais qui sont possibles. Et il faut vraiment réfléchir à ce que, dans l'avenir, nous allons y travailler et nous continuons à travailler. Si j'ai cette documentation, parce que je travaille dessus, je ne peux pas accepter que autant de choses inutiles qui ne sont pas nécessaires, mais qui coûtent des millions de dollars, vous passent alors que vous êtes toujours dans l'incapacité d'accéder au crédit sans hypothèque. Merci beaucoup, cher honorable. Je me nomme au nom de Fomi Kiloye Kevin, étudiant à l'Université pédagogique nationale, précisément au département des relations internationales, G3 RI. J'aimerais d'abord faire un petit commentaire, parce que je vous ai suivi d'une manière limpide, ce que vous venez d'énoncer sur ce plateau. Je pense pas que tous ces problèmes, c'est un problème difficile pour résoudre. C'est juste un manque de volonté et de l'inconscience. Et si je dis de l'inconscience au niveau de l'État, c'est la conscience de l'inconscience voulue entretenir et organisée par ceux qui dirigent l'État. Donc, en fait, bref, on comprend que c'est vraiment l'inconscience qui est au niveau de l'État. Ça veut dire quoi? Les personnes qui dirigent cet État n'ont pas vraiment la volonté de nous aider, parce qu'on parle de la jeunesse. Ma question maintenant, parce que vous êtes là le représentant du pouvoir public en tout cas, quelle politique que vous puissiez mettre en place pour nous faciliter, pour mettre un bon climat
pour que les jeunes puissent avoir au moins l'accès facile à l'entrepreneuriat. Merci. D'accord. Bon, la politique est mise en place par le gouvernement. Nous, on donne des pistes, hein, tous sur un abisso. Dans les autres pays, tout le monde n'est pas censé avoir une maison pour être entrepreneur. Enfin, une maison hypothéquée ou un terrain. Ici, c'est devenu très grave parce que même à partir de $3 000, il faut payer ça beaucoup à l'oupang. Et on ne peut pas faire une loi interdisant cela parce que c'est de l'actionnariat privé. C'est une entreprise privée qui détermine son niveau de risque et se protège du risque. Et c'est un risque qui est connu de l'autorité publique. La seule issue, et je le répète autant de fois qu'il faudra, c'est le financement de notre économie par nous-mêmes, mais bisobetos à la sérieux. Vous savez, non, c'est quand même congolais. Tout ça terrible. Je suis allé à Kinmarché. J'achète une bouteille, d'accord? Prenons une bouteille de whisky. J'arrive à la maison, na fongoli whisky, na kati, na moni que ce qui est sur le carton, na oeza na mulangi et kokanité. Comme on appelle dans la musique Kinmarché, na zongi na Kinmarché, mais comment vous êtes sérieux, t'es bozo zo mulangi yo, bochi dans la kati à carton mususu. Bango ya bisinga te mikolo ba yiba biso ba yibi la biso ndenge wana. C'est-à-dire quoi? Chivas est à 200 000, ok? Mulangi wana mususu ya carton est à 10 000. Ceux qui ont distraction, ils ont basé belé, azui mulangi ya Chivas, a bimisi yango, azui mulangi ya 10 000, a côté na mulangi ya Chivas, azui ya Chivas, a côté na carton à 10 000. Dans la commune à caisse, ba checket, ba scanner, 10 000, mais a bimini na mulangi ya 200 000. Yosko tango oya oyibi kozo somba Chivas hôtel mulangité. Yosko jui mulango ya Chivas l'air baskane comme il a parlé au petit whisky à 10 000. Donc c'est pour dire quoi? C'est que le risque qu'il y a dans notre pays, c'est un vrai risque. Nous sommes réputés dans le monde entier le deuxième pays africain d'escrocs après le Cameroun. Bon, on va champion. Bisous Hollandi bango. Donc, il faut aussi comprendre les institutions financières. Nous devons devenir sérieux. Au moins, il y a bambo comme sous la culture et la religion, et ça, là, que les gens ne volent pas. Au moins, il y a au Sénégal, au Gothique et l'Orono Liban, il bate pas au Banga. Sur les musulmans, il y a l'Oronaï, par obéter le prière, au bon, le binan au koufi. Mais bisous l'Oron et Simba, bisous le soute, Kindoki. Et si là, c'est-à-dire, Nakalezara, non, sur le côté loco, il y a Moutazoï, Moutumbon, à quel on ne peut pas passer, à prier, Baliango, Bangode. Et ça, non, le donc, les gens, bah, interdit de sauter. Et donc, le risque chez nous, que quelqu'un prenne de l'argent avec des belles idées, la cravate, les belles idées, mais à combien il détourne. Donc, ce risque-là, chez nous, il est énorme. Et pour atténuer ce risque, il faut des réflexions qui sont mûres. Sinon, les gens seront découragés. Si on lance une vague de création d'entreprises, bah, tout barouilla. On crée, on donne de l'argent à 10 000 à 50 000 personnes. Tout ça. Vous revenez peut-être après 2 ans, Moutaloba qui a et loko au moins beaucoup de temps assez net. Azum bon akemi qui c'est fini. Abi, mon atine une vidéo, il prend l'argent, il fait autre chose. Donc ces risques-là sont permanents. Pourquoi? Parce que d'abord, nous n'avons pas un fichier d'identification qui est fiable. La carte d'électeur, excusez-moi, ce n'est pas fiable. Donc aujourd'hui, Bako Tuto Nanzela, ce n'est pas sur base de ta carte d'électeur que Baroyeb exactement sur Ozanani. D'accord? Nabambo kanet ya potole rozotambola, police a na simanayo, azo scanner kaka plaque na yo, aibi déjà identité na place au vanda na combo na yo, tout il a, à partir de la plaque. Mais dans ma pays, c'est compliqué. Oko ya obadi na commune à Matete na Tongo, na poko keipe na commune à Selemba au Bali. Moutou Selemba oye bate côté ko na Matete. Mais na bapoto c'est la marate parce qu'il y a un fichier, un réseau qui est dense où quand tu fais quelque chose, c'est inscrit dans ce qu'on appelle le registre national. Ça veut dire netingai na botama na poto ngona mais na za de père de mère na congolais. Au romona l'air natal affiché na ngawana depuis 75 l'air na botamaka. Toutes les adresses on avant na poto za na kati. À chaque fois que tu déménages, oh, brûla qui feu, bah, comme il y a 4 dossiers non. Donc, c'est dit, vino mobimba. Ils ont la carte affichée. Et nous n'avons pas cela. De telle sorte que tu peux aller dans une banque, tu prends un crédit, tu vas dans une autre, tu prends, à l'époque, c'était possible, il y a des gens qui prenaient des crédits dans 3 banques.
Et maintenant, ils ont quand même créé une centrale qui leur permet de vérifier ce que vous affichez. Mais par exemple, avec les téléphones, en Europe aussi, c'est pareil. Si vous foutez ta facture notée à téléphone mobile, sur qui est pas opérateur, on se voit, que nous foutez qui témoigne au fond, donc, ce sont des mécanismes que nous devons mettre en place pour sécuriser ce genre de choses. À défaut d'avoir une hypothèque, les gens sont réticents parce que Toye banni. Vous voyez, les Congolais, on se connaît. Donc, vous, les jeunes, vous devez être sérieux parce que quand vous le faites, vous allez décourager les initiateurs, vous allez décourager les dirigeants. Ils ne pourront pas continuer avec le projet, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez sacrifiés. Donc, il y a une part de responsabilité que vous devez assumer en tant que jeune, en termes de conduite. Mais il y a une part de la responsabilité qui doit être assumée en tant que dirigeant, de mettre les moyens nécessaires, de mettre l'organisation nécessaire et les mécanismes de contrôle et de suivi nécessaires pour réaliser cette mission. On va clôturer avec monsieur à côté. Vous avez une question? C'est la toute dernière. On a épuisé notre temps. C'est bon? Vous avez eu votre réponse? Bon, quelqu'un d'autre? Je voulais peut-être poser la même question avec Thomas. Ah d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore quelque chose à dire ou c'est bon? Bien sûr. Et c'est la dernière même. Oui. Monsieur l'honorable, je veux savoir la différence qui existe entre une idée d'affaires et une opportunité d'affaires. Parce que dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il faut avoir une bonne idée d'affaires et une opportunité d'affaires pour susciter un gain. Maintenant, qu'est-ce qui les différencie et comment procéder pour avoir une bonne idée d'affaires et une opportunité d'affaires pour s'élancer dans un projet? Bon, l'idée d'affaires, c'est le projet lui-même. Okay. C'est-à-dire ce que vous pensez faire. Hein, on va dire ça dans la terme terre à terre. Ce que vous pensez faire, c'est votre idée. Quelle est l'affaire que vous voulez faire? Par contre, l'opportunité, c'est l'ensemble qui reprend le moment, les circonstances, et qui peut même toucher la rentabilité. Je donne un exemple. Maka le bungi. Vous voyez, pendant Wenzebo, on dit que vous avez maka les athées. OK? Vous rentrez à la maison, au banjo boulé, ne maka les athées, bonne rapidité, na sala chaud, kotamba na zo maka na yanango. Ça, c'est votre idée. Et cette idée-là, ce qui a suscité l'idée, c'est l'opportunité qu'il y a, c'est-à-dire la rareté à Makala, et celle qui a rapidité au bendi marchandise, ou au tekipo, rareté dans le marché. Donc, il y a le projet c'est l'acheter la braise et tout ça, et l'opportunité, c'est la rareté du produit sur le marché. Et la rareté du produit sur le marché, l'opportunité, c'est, vous la décelez pendant l'étude de marché. Ça veut dire que vous avez une matrice SWOT avec les faibles, les pour et tout ça, et puis vous commencez à étudier, bon, voilà, le marché, qu'est-ce que je peux proposer ici? Quelles sont les opportunités de ce marché? Dans ce marché, je peux proposer ça, 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 ça. Est-ce qu'il y a une opportunité? Oui. Est-ce qu'il y a un besoin? Oui. D'accord. Maintenant, vous faites le projet. D'accord? Donc, les deux, ça dépend. Ça peut d'abord commencer par l'opportunité. Au moins, il y a le et après, vous allez réfléchir de comment vous allez faire pour remplir ou rencontrer ce besoin-là. Ou ça peut être un projet que vous aviez et à un moment donné, une opportunité. Et mon ami, au stade des projets, on a dans les deux se valent. Et lorsque vous avez une bonne idée, une bonne opportunité, vous faites de l'argent. J'ai été clair? C'est clair. Voilà. Je crois qu'on a fini avec cette session. C'est bon? Il n'y a plus rien à dire, hein? Voilà, notre objectif principal reste préparer la jeunesse pour l'avenir, les accompagner, éclairer les zones d'ombre, les aider à être meilleurs demain. Si vous êtes intéressé, si vous voulez participer à cette émission, contactez-nous au 081 97 99 640. Retrouvons-nous très bientôt pour un prochain numéro.